Takuto est un patient solitaire en phase terminale qui n'a pas d'amis, et sa famille ne se soucie que de l'argent qu'elle touchera grâce à son assurance vie. Personne ne vient donc lui rendre visite à l'hôpital. Son seul réconfort est le jeu World of Eternal Nation, un RPG de construction de civilisation auquel il joue sans arrêt, car il n'a rien d'autre à faire. Un jour, Takuto perd connaissance à cause de sa maladie, et lorsqu'il rouvre les yeux, il se retrouve assis sur un trône de pierre au milieu d'une forêt. Alors qu'il se demande ce qui se passe, il voit une femme sortir de la forêt et l'appeler son roi. Il s'agit d'Atu, le personnage préféré de Takuto dans World of Eternal Nation. Mais même s'il est ravi de la voir en vrai, il ne sait pas comment réagir. Heureusement, Atu est consciente du fait qu'elle faisait partie d'un jeu, et elle sait exactement qui est Takuto, le joueur légendaire qui a occupé la première place du classement des utilisateurs année après année. Elle se souvient de toutes les parties qu'elle a jouées avec Takuto, elle le connaît donc mieux que quiconque, et ils sont tous deux heureux de pouvoir enfin se rencontrer en personne. Takuto demande à Atu si c'est elle qui l'a invoqué ici, mais en réalité, Atu n'a aucune idée de ce qui se passe ici non plus. Elle s'est simplement retrouvée au milieu de cette forêt tout à coup, mais elle est presque sûre que ce n'est pas l'au-delà. Si elle devait deviner, elle dirait que ce monde est similaire à Eternal Nation, mais ils ne peuvent pas encore en être sûrs. Quoi qu'il en soit, Atu pense que c'est une excellente occasion, alors elle demande à Takuto s'il aimerait recommencer à zéro avec elle et construire un royaume, comme au bon vieux temps. Takuto aime cette idée, alors il accepte de travailler avec elle, et les deux passent par toute la séquence d'ouverture, même si c'est un peu gênant maintenant qu'ils se tiennent réellement l'un à côté de l'autre en personne. La première chose à faire est de déterminer où ils se trouvent, alors Takuto utilise la magie pour invoquer un éclaireur. Mais maintenant qu'il voit l'éclaireur de près, il est dégoûté par son apparence hideuse, et il ne peut rien y faire. Leur Manara est une civilisation qui règne sur les ténèbres et le mal, donc sa stratégie au début du jeu est d'éviter d'attirer trop l'attention afin de ne pas entrer en conflit, du moins jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se défendre. C'est là que cet insecte entre en jeu, alors Takuto lui ordonne d'aller explorer les environs et de le prévenir s'il trouve quelque chose d'important. Au début, l'insecte reste immobile et le fixe du regard, mais Atu lui rappelle sévèrement que Takuto est son commandant, et l'insecte part en courant pour accomplir sa mission. Takuto craignait un peu de ne pas pouvoir contrôler ses troupes dans ce monde, mais il semble que tout fonctionne comme avant. Il peut également voir ce que voit l'insecte dans une certaine mesure, il devrait donc pouvoir déterminer où il se trouve assez rapidement. Quoi qu'il en soit, il est temps pour eux de réfléchir à la suite. Takuto a commencé avec 200 points de mana, et il a dû en utiliser 100 pour invoquer l'éclaireur, il ne lui en reste donc plus que 100. Il prévoit de construire un campement qui servira de base opérationnelle, ce qui lui coûtera 20 points de mana supplémentaires, mais après cela, il ne lui restera plus beaucoup de mana. Il espérait sincèrement créer un guerrier qui se battrait pour eux en cas d'attaque, mais ce n'est vraiment plus une option. Atu assure à Takuto qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle se battra pour lui, mais pour être honnête, cela n'est pas très rassurant venant d'elle. En tant que membre de l'unité des héros, Atu deviendra plus forte avec le temps, mais pour l'instant, elle a à peu près la force d'une personne normale, elle ne peut donc pas faire grand-chose pour aider. L'insecte continue de survoler la forêt, et grâce à ses repérages, Takuto a maintenant une idée de ce à quoi ressemble cette région. Mais il est un peu surpris, car même si toute cette région est une forêt, il n'a encore vu aucun animal ni monstre. Atu suppose que tous les animaux doivent se cacher, car le terrain forestier offre de nombreuses cachettes. Mais la principale préoccupation de Takuto est que s'ils ne trouvent pas rapidement des animaux, ils devront probablement dépenser du mana pour se procurer de la nourriture. Atu s'excuse auprès de Takuto car elle se sent coupable de ne pas être très utile, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car le simple fait de l'avoir à ses côtés lui remonte considérablement le moral. Cela la rend très heureuse, et elle dit à Takuto qu'elle lui est très reconnaissante pour ses paroles aimables, mais Takuto a du mal à s'habituer à son expressivité maintenant qu'elle est une personne réelle. À ce moment-là, l'éclaireur trouve quelque chose d'intéressant, ce qui attire l'attention de Takuto et lui montre un village d'elfes noirs au milieu de la forêt. Il n'est pas loin de l'endroit où se trouve Takuto, et il semble y avoir beaucoup d'elfes rassemblés. Atu est soulagé qu'il s'agisse seulement d'elfes noirs, car ils ont tendance à pencher vers le mal neutre, et ne s'opposeront donc pas au royaume de Manara. Mais Takuto pense toujours que c'est terrible, car il ne peut pas avoir une autre civilisation si proche de la sienne. Son plan était d'éviter la guerre en restant caché le plus longtemps possible, mais cela ne sera pas possible avec les elfes noirs si proches. Atu suggère qu'il quitte cet endroit et se dirige vers un nouvel emplacement, et Takuto est d'accord, car ils n'ont encore rien construit. Mais avant cela, il veut observer un peu plus les elfes noirs et inspecter les environs pour voir s'il y a quelque chose d'utile à proximité. Soudain, Atu sent la présence de quelqu'un à proximité, alors elle et Takuto se retournent et aperçoivent un groupe d'elfes noirs émergeant de la forêt. Les elfes noirs semblent tout aussi surpris de les voir, car ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres personnes dans cette forêt. Les elfes noirs ne sont venus ici que parce qu'ils ont été chassés de leur terre natale et, n'ayant nulle part où aller, ils ont été contraints de se réfugier dans cette forêt maudite.
Le voyage a épuisé les enfants elfes noirs et, à ce rythme, ils ne tiendront pas longtemps. Un petit groupe d'elfes noirs a été envoyé à la recherche d'une source de nourriture, et le chef du groupe est certain qu'il doit y avoir quelque chose de comestible dans les environs, car la végétation est très abondante, mais Émile est très nerveuse. Elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il y aurait une forêt dangereuse à la lisière d'Idoria, où un mal ancien aurait été scellé, et elle craint qu'il ne soit attaqué. Le chef la rassure en lui disant que ces rumeurs ne sont que des superstitions, car s'il y avait vraiment un mal ancien qui rôdait dans cette forêt, les arbres ne pourraient pas pousser aussi bien, même s'il ne peut nier que la forêt lui fait vraiment peur pour une raison quelconque. Dès que Geia pose les yeux sur Takuto, son cœur se serre, car ce qu'il voit devant lui est la manifestation du mal pur et de l'intention malveillante. Il veut s'enfuir, mais il craint que toute action précipitée ne mette son peuple et lui-même en danger. Il s'approche donc lentement du trône de Takuto et s'agenouille devant lui pour lui témoigner son respect. Il se présente comme le chef guerrier du clan des elfes noirs Mazarom et s'excuse d'être entré dans la forêt sans la permission de Takuto. Atu ne comprend pas pourquoi les elfes se montrent si respectueux, mais elle fait semblant de ne pas s'en apercevoir et exige de savoir pourquoi les elfes ont pénétré sur les terres de Takuto. Geia commence à expliquer que son peuple vivait autrefois dans les plaines centrales et formait une tribu pacifique, mais Atu ne l'écoute pas et lui demande de faire court. Geia s'excuse et explique rapidement que la tribu des elfes a été persécutée et chassée de ses terres, les forçant à fuir dans cette forêt. Il ne comprend pas pourquoi son peuple a dû subir un traitement aussi cruel alors qu'il n'avait rien fait de mal. Ils ont toujours recherché la paix, mais ils ont été attaqués et tués en raison des préjugés contre leur race. Takuto jette un coup d'œil à Geia et remarque qu'il a l'air très maigre. Geia explique alors que lui et son peuple ont à peine eu le temps de s'échapper lorsque leur village a été détruit, et qu'ils n'ont donc pas eu le temps de prendre des provisions. Et comme ils ont fui sans arrêt, ils n'ont pas eu le temps de chercher de la nourriture. C'est d'ailleurs pour cette raison que Geia et son équipe se sont aventurés seuls. Cela fait 5 jours qu'aucun d'entre eux n'a mangé, mais ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur recherche de plantes ou d'animaux comestibles. Takuto se sent désolé pour eux, alors il décide de les aider un peu et utilise une partie de son mana pour créer des pommes pour eux. Geia est surpris lorsqu'il voit des pommes rouler sur le sol, car il n'a jamais rien vu de tel. Il hésite à les goûter, car il ne veut pas être impoli devant un être comme Takuto, mais Émile et les autres ont tellement faim qu'ils s'en moquent. Ils croquent tous dans leurs pommes, et c'est la meilleure chose qu'ils aient goûté depuis longtemps. Takuto crée même des poires pour que le groupe ait assez à manger, mais Geia est encore sous le choc de la gentillesse de Takuto et ne sait pas comment réagir. Atu lui crie dessus, lui disant qu'il est impoli de ne pas accepter le cadeau que Takuto leur a si gracieusement offert, mais Geia n'hésite pas parce qu'il se méfie de la nourriture. Il appuie sa tête contre le sol et dit qu'il apprécie vraiment la générosité de Takuto. Mais il y a des enfants du clan au campement, et ils sont très affaiblis par le manque de nourriture. Ils mourront bientôt s'ils ne mangent pas, alors Geia demande la permission de ramener cette nourriture à son clan afin de pouvoir nourrir les enfants. Takuto se sent mal pour les enfants qui souffrent, alors il décide de faire un effort supplémentaire pour eux et prépare une tonne de nourriture différente que Geia pourra emporter avec lui. Atu n'approuve pas, car cela va coûter beaucoup de mana. Les elfes noirs sont tous incrédules à la vue d'une telle quantité de nourriture, et ils sont encore plus choqués lorsque Takuto leur dit qu'ils peuvent tout prendre. Depuis des années, les elfes noirs sont opprimés et contraints de vivre dans l'ombre, et personne ne leur a jamais tendu la main comme cela auparavant. Les elfes noirs expriment leur profonde gratitude envers Takuto et transportent la nourriture jusqu'au camp. Au camp, les elfes noirs sont tous sur le point d'abandonner, mais quelques-uns d'entre eux gardent l'espoir que Geia et les autres reviennent avec de la nourriture. À ce moment-là, tout le monde dans le village sent une odeur délicieuse, alors ils se retournent tous et, à leur grande joie, ils voient Geia et les autres porter des sacs de nourriture sur leur dos. Ils sont tous soulagés de ne plus avoir à souffrir de la faim, et tout le monde félicite Geia d'avoir trouvé autant de nourriture. Mais lorsqu'il lui demande où il l'a trouvée, il répond simplement qu'il a eu de la chance, sans donner de détails sur sa rencontre avec Takuto. Plus tard dans la nuit, Geia est plongé dans ses pensées, les yeux fixés sur le feu, quand soudain, le chef du clan, Moltar, s'approche de lui. Il dit à Geia qu'il a fait du bon travail aujourd'hui et que les fruits qu'il a trouvés sont incroyables, mais il remarque que Geia ne semble pas très heureux, alors il lui demande ce qui ne va pas. Après un bref silence, Geia explique qu'il a rencontré un être légendaire au fond de la forêt et qu'il ne sait pas comment réagir. Moltar lui demande de quelle légende il parle, et Geia lui explique qu'Émile a mentionné un être puissant qui aurait été enfermé dans la forêt maudite. Moltar a déjà entendu parler de cette légende et il est choqué d'apprendre que Geia a réellement rencontré le roi de la ruine. Il explique que, selon la légende, lorsque le monde devient trop prospère, le roi de la ruine descend sur Terre et détruit tout, forçant toutes les civilisations à repartir de zéro. En toute honnêteté, Moltar ne peut garantir que la légende est vraie, mais il est enclin à y croire. Il demande à Geia si l'être qu'il a rencontré s'est présenté comme le roi de la ruine, mais Geia ne se souvient pas qu'il ait dit quoi que ce soit de tel. Cependant, vu son apparence terrifiante, un nom comme « roi de la ruine » lui va comme un gant.
Moltar demande à Geia s'il a parlé au roi de la ruine, mais Geia répond que ce n'était pas vraiment une conversation. Le roi de la ruine n'a pas dit grand-chose, mais il avait une femme à son service qui parlait en son nom. D'après la description que Geia fait de cette rencontre, Moltar est certain que cet être est de mauvais augure, alors il demande à Geia s'il a dû faire quelque chose comme vendre son âme en échange de la nourriture. Geia explique que le roi de la ruine n'a rien demandé en échange, mais Moltar trouve cela absurde, car quel genre d'être maléfique donne des choses gratuitement? Geia ne sait pas non plus pourquoi le roi de la ruine a fait cela, mais s'il devait deviner, il dirait que c'était par miséricorde. Il suppose que sa grâce a dû compatir à leur situation difficile et leur a offert son aide pour les sauver. Moltar est choqué que Geia appelle le roi de la ruine « sa grâce », car c'est un titre utilisé uniquement pour montrer le plus grand respect. Mais Geia ne voit rien de mal à s'adresser au roi de la ruine en l'appelant « sa grâce », car c'est quelqu'un qui mérite le respect. Moltar n'arrive pas à croire que Geia défende réellement le roi de la ruine et lui demande s'il a été hypnotisé ou quelque chose comme ça. Mais Geia fait remarquer que la seule raison pour laquelle ils peuvent se permettre de gaspiller leur énergie à se disputer ainsi, c'est grâce à la nourriture que leur a donnée ce soi-disant dieu maléfique. Et ce n'est pas comme si Geia aurait pu refuser l'offre alors qu'ils avaient désespérément besoin de nourriture, alors que voulait exactement Moltar qu'ils disent. Moltar se rend compte qu'il n'a pas le droit de juger la décision de Geia de faire confiance au roi de la ruine, car compte tenu de la situation, c'était la meilleure option. Cependant, en tant qu'ancien de cette tribu, il est de son devoir de veiller à la sécurité de tous, alors il déclare qu'à partir de maintenant, c'est lui qui s'occupera des négociations avec le roi de la ruine. Il est en vie depuis plus de 200 ans, il est donc certain de pouvoir parvenir à un accord avec le roi de la ruine. Pendant ce temps, au campement de Takuto, celui-ci se fait réprimander par Atu pour avoir gaspillé son mana en faisant preuve d'insouciance. Elle lui demande pourquoi il a agi ainsi, mais Takuto répond simplement qu'il se sentait désolé pour les elfes et qu'il ne voulait pas laisser leurs enfants mourir de faim. Atu comprend cela, mais elle rappelle à Takuto qu'ils viennent à peine de commencer à établir leur royaume et qu'ils ne peuvent donc pas gaspiller leurs ressources de cette manière. Elle a raison, alors Takuto s'excuse de ne pas avoir consulté Atu avant d'utiliser son mana et promet de se rattraper. Mais à part ça, il y a quelque chose qui le tracasse depuis un certain temps. Il n'a pas pu parler correctement aux elfes noirs quand ils sont arrivés parce qu'il était trop nerveux. Atu est surprise d'entendre cela, car elle pensait que Takuto jouait délibérément le rôle d'un être supérieur dédaigneux, mais en réalité, il est simplement maladroit en société. À ce moment-là, l'insecte éclaireur revient et informe Takuto que les elfes s'approchent à nouveau de cette zone. Takuto et Atu sont surpris que les elfes reviennent, mais comme il leur a donné plus de nourriture qu'ils ne pouvaient en transporter la dernière fois qu'ils étaient là, ils supposent qu'ils reviennent chercher le reste. La coexistence de cultures différentes dans un même espace est vouée à provoquer un conflit à un moment ou à un autre, alors Takuto aimerait vraiment que les elfes prennent la nourriture et s'en aillent. Il pourrait simplement leur dire de quitter la forêt, mais cela nécessiterait d'entretenir une conversation avec quelqu'un d'autre qu'Atu, et cela dépasse les compétences de Takuto. Atu voit que Takuto est troublé par cette situation, alors elle a une idée et suggère de mener toutes les négociations à la place de Takuto. De cette façon, Takuto apparaîtra comme un roi mystérieux et digne plutôt que comme un adolescent socialement maladroit. Il aime cette idée, mais il demande si cela ne pose vraiment pas de problème qu'il la laisse parler à sa place. Cependant, Atu répond qu'elle est toujours heureuse de rendre service, et qu'elle n'a donc aucun problème à être la voix de Takuto. Peu de temps après, Moltar et Geia arrivent et s'agenouillent devant Takuto. Tout d'abord, Moltar se présente comme le chef de la tribu des elfes noirs et exprime sa profonde gratitude à Takuto pour avoir fourni à sa tribu la nourriture dont elle avait désespérément besoin. Il demande à connaître le nom de leur bienfaiteur afin de pouvoir le remercier comme il se doit, et après une brève pause pour confirmer auprès de Takuto, Atu annonce qu'il se trouve en présence du roi de la ruine, Takuto. Geia est stupéfaite de réaliser que Takuto est bien le légendaire roi de la ruine, mais ils ne peuvent pas se montrer impolis envers lui, alors Moltar remercie une nouvelle fois Takuto pour sa gentillesse à leur égard. Takuto est soulagé que les négociations se soient bien déroulées jusqu'à présent, et comme il n'y a pas de conflit avec les elfes, Atu leur dit de prendre la nourriture et de partir. Geia et Moltar sont stupéfaits d'entendre cela, car ils s'attendaient à devoir payer un prix élevé pour recevoir l'aide du roi de la ruine. Ils demandent donc à Atu s'ils peuvent vraiment partir sans rien offrir en échange, mais Atu leur rappelle qu'ils n'ont rien de valeur à offrir. Moltar ne veut vraiment pas partir sans payer sa dette, car avec quelqu'un d'aussi puissant que le roi de la ruine, cela pourrait leur coûter leur âme, mais il ne peut pas le dire à voix haute. Takuto sent que la tension monte soudainement, alors il appelle Atu pour lui parler en privé. Atu est vraiment contrariée par l'entêtement de Moltar, et elle est sûre que les elfes finiront par leur causer des ennuis s'ils les laissent tranquilles. Elle suggère donc de tous les tuer et de passer à autre chose, mais Takuto espérait en fait établir une relation mutuellement bénéfique avec eux. Il comprend que Moltar est mal à l'aise à l'idée de recevoir de l'aide gratuitement, surtout lorsqu'elle provient de quelqu'un appelé le roi de la ruine, alors il suggère de demander une compensation raisonnable pour le rassurer. Atu trouve que c'est une bonne idée,
Alors elle transmet la décision de Takuto aux elfes, et Moltar semble soulagée, mais Atu essaie toujours de déterminer ce qu'elle pourrait demander en compensation. Elle se tourne vers Takuto pour lui demander de l'aide, alors il lui dit de poser des questions sur le monde extérieur. Atu dit à Moltar qu'en guise de compensation, il doit fournir à Takuto des informations sur le monde extérieur à cette forêt, et il répond qu'il serait ravi de le faire. Cependant, Atu lui dit qu'une fois qu'il aura fourni ces informations, lui et son peuple devront quitter immédiatement cette forêt. Mais cela signifierait que les elfes seraient à nouveau contraints d'errer sans domicile. Il demande à Takuto de les autoriser à rester dans la forêt, mais Atu refuse immédiatement sa demande et lui dit que s'il tient à la vie, il ferait mieux de ne parler à personne de la présence de Takuto. Geia s'apprête à protester, car la tribu des elfes noirs ne survivra pas si elle est contrainte de quitter la forêt, mais Moltar l'en empêche, car ils ne peuvent pas prendre le risque de contrarier Takuto. Ils se lèvent tous les deux et commencent à s'éloigner, mais alors qu'ils partent, Takuto se demande si tout cela est vraiment acceptable, car il ne veut pas forcer les elfes à souffrir, et c'est alors qu'il a une idée géniale. Il les appelle tous les deux et leur demande s'ils veulent devenir ses citoyens, mais ils sont tellement stupéfaits par cette proposition qu'ils ne savent pas comment réagir. Même Atu n'arrive pas à croire ce qu'il vient de dire, alors elle demande une autre discussion en aparté et lui demande pourquoi il a dit une chose pareille. Takuto explique qu'il pensait recruter les elfes noirs grâce au système de réfugiés, et maintenant qu'il en parle, Atu se rend compte que ce n'est pas une mauvaise option. Les elfes noirs ne sont ni bons ni mauvais par nature, ils n'auront donc pas de conflit majeur avec le royaume maléfique de Takuto. De plus, dans le jeu, les principaux citoyens de Manara étaient des humains, et ici, ils sont affreux, alors il demande à Atu si elle veut vraiment vivre dans un royaume où il n'y a que cela. Atu est désormais d'accord, alors elle se tourne vers Moltar et Geia et leur dit que s'ils acceptent de devenir citoyens de Manara, ils seront protégés. Moltar demande ce que cela signifie exactement pour eux, et pour être franche, Atu leur dit qu'à partir du moment où les elfes noirs rejoindront Manara, ils seront considérés comme maléfiques. C'est à eux de décider s'ils veulent rejoindre Manara ou non, mais elle leur assure que s'ils le font, ce sera au moins intéressant. Un peu plus tard, Takuto et Atu se dirigent vers le camp des elfes noirs, car ils ont finalement pris leur décision, mais Atu est un peu contrarié qu'ils aient mis autant de temps à se décider. Takuto, quant à lui, s'attendait à ce qu'ils prennent du temps pour se décider, surtout après qu'Atu leur ait dit qu'il deviendrait maléfique s'ils rejoignaient Manara. Finalement, ils arrivent au camp des elfes noirs, et dès son arrivée, Moltar annonce à tout le monde que leur nouveau roi est arrivé. Ils s'agenouillent tous et ouvrent un passage à Takuto qui se dirige vers le trône qu'ils ont fabriqué pour lui. Certains elfes sont terrifiés lorsqu'ils voient Takuto pour la première fois, tandis que d'autres semblent excités, mais ceux qui s'approchent un peu trop près finissent par s'évanouir sous l'effet de l'énergie noire qui se dégage de lui. Geia avertit tout le monde de ne pas regarder Takuto directement, car ils pourraient penser qu'ils sont impolis, mais Takuto ne s'en soucie pas vraiment. Une fois que Takuto est assis sur le trône et que tous les elfes noirs sont rassemblés, il déclare officiellement que toutes les personnes présentes ici seront désormais citoyens de Manara. C'est à peu près tout, tous les elfes noirs sont désormais citoyens de Takuto, mais Geia s'attendait honnêtement à plus, car Atu avait dit qu'il deviendrait maléfique. À ce moment-là, une immense haine commence à envahir le corps de Geia alors qu'il se souvient de toutes les injustices que lui et son peuple ont subies, et il en va de même pour tous les autres membres de la tribu des elfes noirs. Après s'être rappelé comment ils ont été persécutés, ils sont tous soulagés et enthousiastes à l'idée d'avoir quelqu'un comme Takuto pour veiller sur eux. Quelques jours passent dans le nouveau royaume de Manara, mais les choses ne se passent pas bien du tout pour Takuto. Il était en train de regarder la carte que Moltar lui a donnée, et il devient incroyablement frustré car c'est le pire RNG qu'il ait jamais eu pour son emplacement de départ. Atu lui demande ce qui ne va pas, alors il montre la carte et explique qu'au nord de cette forêt se trouve le saint royaume de Kolia, qui vénère le dieu Arlo, et le royaume elfique d'Elna, qui vénère la nature. Tous deux sont fortement orientés vers le bien, donc si l'un d'eux venait à découvrir l'existence de la nation maléfique de Manara, Takuto et Atu seraient cuits. Ils n'ont aucune chance de vaincre des nations aussi puissantes dans un affrontement direct, et pour ne rien arranger, cette forêt maudite ne recèle aucune ressource exploitable, ce qui rend la situation encore plus difficile. Le bon côté des choses, c'est qu'ils ont désormais les elfes noirs, qui devraient leur permettre de compenser les faiblesses actuelles du royaume. En parlant des elfes, Atu les entend approcher et semble ravi, car ils sont probablement là pour lui livrer des informations précieuses. Peu après, Moltar et Geia arrivent, accompagnés cette fois-ci d'Emile. Geia explique qu'Emile est très intelligent et qu'il connaît bien les traditions et les affaires étrangères, et qu'il est donc certain qu'il sera d'une grande aide pour les projets de Takuto. Takuto est ravi de cette aide supplémentaire, mais il remarque qu'ils sont très nerveux en sa présence, alors il demande à Atu de leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi formels avec lui. Atu leur annonce ensuite que Takuto a pris quelques décisions concernant l'administration de Manara. À partir d'aujourd'hui, il nommera Moltar et Geia à des postes clés. Moltar s'occupera de la gestion des affaires de la nation, et d'après ce qu'Atu a entendu, Moltar devrait être capable d'utiliser la magie,
elle attend donc beaucoup de lui. Quant à Geia, il sera nommé capitaine des guerriers de toute l'armée de Manara et aura toute autorité sur les troupes. Geia se dit honoré et promet de massacrer sans hésiter tous ceux qui se mettront en travers du chemin de Takuto. Takuto est déconcerté par le sérieux avec lequel Geia a prononcé ces mots, alors il demande à Atu de dire à tout le monde qu'il préfère la paix et qu'il faut éviter de déclencher des conflits sauf en cas d'absolue nécessité. Geia n'arrive pas à croire que le roi de la ruine soit en réalité un pacifiste, mais quoi qu'il en soit, Atu dit à tout le monde de se reposer pour l'instant, car ils vont bientôt commencer à construire des maisons dans la forêt. Moltar remercie Atu pour sa considération et tente de se donner bonne conscience en lui disant que ses connaissances le rendront bien plus utile qu'une brute comme Geia. Mais Geia commence à argumenter qu'un vieil homme comme Moltar ne sera de toute façon pas d'une grande aide pour la construction. Atu n'est pas vraiment intéressée par leur dispute, mais comme il semble impatient de se mettre au travail, elle demande à Takuto si elle peut leur ordonner de commencer immédiatement la construction. Takuto n'y voit aucun inconvénient et leur dit qu'ils peuvent commencer à rassembler les matériaux, mais il souhaite également que cela se fasse de manière à ne pas détruire la forêt. Atu trouve que c'est une excellente idée, alors elle demande à Moltar si c'est possible, et il répond qu'il devrait y arriver s'ils construisent la plupart des maisons dans les cavités des arbres géants. Takuto est ravi d'entendre cela, alors il leur dit de se mettre au travail dès que possible, mais il leur rappelle de reboiser au fur et à mesure. Les trois amis s'apprêtent à se mettre au travail, mais ils sont un peu perplexes car ils ne comprennent pas ce que Takuto entend par « reboiser ». Takuto est surpris qu'il ne sache pas ce qu'est le reboisement, car d'après ce qu'il a entendu, les habitants de ce monde devraient déjà avoir débloqué l'arbre technologique de l'architecture fortifiée. Atu leur demande s'ils connaissent au moins la magie militaire ou les 6 grands éléments, mais Moltar n'a jamais entendu parler que de 4 grands éléments. Quant à la magie militaire, Emile doute que quiconque dans les autres nations la connaisse, alors Takuto et Atu se rendent compte que les habitants de ce monde sont étonnamment sous-développés. À l'heure actuelle, la magie technologique des elfes noirs est bien en deçà des attentes de Takuto. Mais si le reste du monde en est au même stade de développement, Takuto pense qu'il devrait pouvoir les rattraper rapidement. Cela prendra encore beaucoup de temps, alors pour l'instant, Atu explique ce qu'est le reboisement. Il s'agit essentiellement de replanter des arbres au fur et à mesure qu'on les abat afin de préserver la forêt. Mais normalement, les arbres mettent des décennies à pousser naturellement, donc dans ce cas, le reboisement fait référence à une technique spéciale qui utilise des éléments magiques pour accélérer la croissance. Elle dit que c'est une technique créée personnellement par Takuto, mais c'est un gros mensonge, car Takuto n'a rien inventé, mais il serait gênant de dire la vérité maintenant. Emile est très enthousiaste à l'idée que Takuto possède des connaissances incroyables, alors elle lui demande s'il est celui qui a créé les pommes et les raisins qu'il leur a donnés. Elle a même planté quelques graines de raisin et elles ont déjà commencé à germer, alors elle est impatiente de voir comment elles vont pousser. Takuto et Atu se taisent tous les deux dès qu'Emile mentionne qu'elle a planté un pépin de raisin, car cette idée ne leur avait même pas traversé l'esprit. Les fruits comme les raisins et les pommes n'existent pas dans ce monde. Pourtant, Takuto a pu les créer grâce à son talent de production d'urgence, et si son hypothèse est correcte, alors ce talent ne devrait pas se limiter à la nourriture. Takuto l'atteste en invoquant une pièce de monnaie, et comme il s'y attendait, cela fonctionne parfaitement. Grâce à cette nouvelle découverte, tant qu'il dispose du mana nécessaire, il peut créer n'importe quoi, de la poudre à canon aux métaux communs, en passant par le pétrole. Conquérir le monde ne sera donc peut-être pas aussi difficile qu'il le pensait. Le Saint-Empire a eu vent d'une présence sombre dans la forêt, alors la Sainte, accompagnée de l'évêque et de quelques chevaliers, est envoyée pour enquêter. Les chevaliers ont tous entendu des histoires sur la Sainte possédant des pouvoirs spéciaux, mais d'après ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, elle ressemble juste à une fille ordinaire. Cependant, lorsqu'ils rencontrent un groupe de gobelins, elle démontre pourquoi elle est si respectée au sein de l'Église. Sous le dieu Ilao, les créatures maléfiques comme les gobelins sont considérées comme un fléau à éliminer, alors d'un simple geste de son bâton, elle les réduit tous en cendres dans un brasier de flammes sacrées. Tous les chevaliers sont stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir, alors le cardinal explique que la capacité de Solina fait partie des raisons pour lesquelles l'Empire a pu maintenir sa paix avec les elfes et repousser tout le mal en Hydoragia, c'est pourquoi elle est vénérée comme l'une des 7 grandes saintes du continent. Solina demande au cardinal s'il a des nouvelles sur le présage qu'elle a senti dans ces terres, mais le cardinal lui dit qu'il ne peut pas simplement envoyer des paladins pour enquêter sur cette région. Dans leur nation, montrer de l'intérêt pour le Sud est ridicule, donc il n'y a aucun moyen que l'Église centrale permette l'utilisation de paladins pour enquêter sans une bonne raison. Solina dit au cardinal que s'il n'est pas prêt à envoyer des paladins, alors elle ira enquêter seule, mais le cardinal lui dit qu'elle ne peut pas faire ça non plus parce que, en tant que sainte, tout ce qu'elle fait affectera la réputation de l'Église. Il voit que Solina n'est pas prête à reculer sur ce point, alors il lui dit qu'il enverra quelques-unes de ses troupes personnelles pour enquêter, mais en partant, il maudit Solina dans sa barbe pour être si difficile. Pendant ce temps, à Manara, tous les elfes noirs ont travaillé dur sur les efforts de construction, et ils ont enfin terminé la salle du trône.
Takuto est très heureux puisqu'il n'a plus à dormir à la belle étoile, et sa nation est un pas plus près de la domination mondiale. Juste à ce moment, les administrateurs de Takuto arrivent parce qu'ils ont une réunion sur les affaires intérieures prévues pour aujourd'hui, et ils ont une bonne nouvelle pour Takuto, ils ont fini de concevoir la nouvelle tenue qu'il a demandée. Cela rend Takuto encore plus heureux parce qu'il en avait marre de porter constamment son pyjama. Atu et les autres sont contents que Takuto aime autant ses nouveaux vêtements, mais ils ont des questions urgentes à régler, il est donc temps pour eux de commencer leur réunion. Cependant, Takuto semble un peu distrait, admirant sa nouvelle tenue, alors Atu suggère qu'il devrait simplement commencer la réunion sans lui. Tout d'abord, Moltar demande à Atu quel bâtiment il devrait commencer à construire puisque, à part la salle du trône, ils n'ont pas encore fait grand-chose. Ils ont déjà fait des travaux préparatoires comme niveler le sol et tailler les branches environnantes, alors Atu leur dit qu'ils devraient commencer par une installation de production alimentaire puisque nourrir tout leur peuple est une priorité absolue. Moltar demande pourquoi il devrait s'inquiéter pour la nourriture alors que Takuto peut en produire avec son pouvoir, mais Atu lui dit qu'ils ne peuvent pas continuer à compter sur Takuto pour leur faire de la nourriture parce que ferait-il s'il n'était pas là? Moltar admet qu'elle a raison, alors Atu dit qu'ils doivent se mettre au travail tout de suite et sort ce truc. Moltar est horrifié par ce qu'il voit, alors il demande à Atu ce que c'est, et elle lui dit que c'est un arbre de chair. Ça n'a pas l'air bon, mais l'explication est encore pire, c'est une sorte d'arbre spécial qui pousse de la viande mystérieuse, qui a le goût de chair humaine. Atu dit que c'est la première étape de leur plan de production alimentaire, mais Moltar, Geia et Emile sont tous d'accord pour dire que la plupart des gens ne voudront pas manger quelque chose qui a le goût de chair humaine, alors Atu promet qu'ils auront d'autres sources de nourriture éventuellement. Pour l'instant, ils auront besoin d'un endroit pour stocker la chair de l'arbre, alors Emile dit qu'elle peut travailler à la construction d'un entrepôt pour ça. Et, comme si l'arbre de chair n'était pas déjà assez dérangeant, il parle aussi pour une raison quelconque. La prochaine chose à l'ordre du jour est la recherche parce qu'ils ont besoin d'acquérir les dernières technologies s'ils veulent avancer rapidement. Moltar lui demande quel genre de technologie il devrait privilégier, et Atu lui dit que la technologie magique est la voie à suivre, spécifiquement, la magie militaire. La magie normale permet à une personne d'attaquer une dizaine d'opposants à la fois, quelque chose dont Moltar est déjà capable, mais la magie militaire, quant à elle, vous permet d'attaquer des milliers à la fois et même de changer le terrain pour vous donner un avantage. Moltar est émerveillé d'apprendre qu'une telle magie existe, et il est excité d'en apprendre autant qu'il peut, alors il dit qu'il s'occupera personnellement de la recherche. Maintenant, tout ce qui reste est la planification militaire, et Geia propose immédiatement de commencer à mobiliser une armée. Mais Takuto l'arrête et dit qu'il ne veut pas vraiment mettre beaucoup d'efforts dans leur armée pour l'instant. Les armées ne produisent rien, elles consomment juste des ressources, et actuellement, Manara n'a pas assez de ressources pour soutenir une armée. De plus, même s'ils créent une armée, ils sont loin d'être assez forts pour réellement vaincre qui que ce soit, donc ce serait inutile. Geia proteste parce que, dans l'état actuel des choses, ils ne pourront pas protéger Takuto s'il était attaqué. Et pour empirer les choses, Moltar et Geia ont en fait des primes sur leur tête pour être les chefs de la tribu des elfes noirs, donc ils pourraient être traqués à un moment donné. Avec les choses comme elles sont, Takuto admet que négliger la défense serait une mauvaise idée, mais il ne veut toujours pas dépenser tout cet argent pour faire une armée, alors il dit qu'il créera un héros à la place. Atu lui dit que c'est une excellente idée parce que bien qu'un héros ait un coût de production élevé, il est beaucoup plus facile de subvenir aux besoins d'une seule personne plutôt que de toute une armée. Moltar et Geia sont confus, alors ils demandent à Atu ce qu'elle entend par héros, et elle explique qu'il y a plusieurs héros à Manara qui servent sous le roi. Ils sont tous puissants avec des capacités spéciales, mais ils sont aussi un peu fous, donc traiter avec eux peut être ennuyeux parfois. Il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies pour invoquer un héros, mais il devrait être possible d'en invoquer un bientôt avec tout ce qu'ils ont accompli. Et en prime, invoquer un héros n'attirera pas trop l'attention sur eux, donc Manara peut continuer à rester caché. Cela règle à peu près toutes les préoccupations concernant les affaires intérieures pour l'instant. Le bonheur des habitants de Manara est très important pour Takuto parce que plus ils sont heureux, plus il peut générer de mana. Pendant ce temps, dans l'Empire, le jeune paladin, Lornia, est occupé à prier dans la cathédrale lorsque le haut paladin, Veldi, vient lui parler. Lornia lui demande de se calmer puisque c'est un lieu de prière, mais Veldi voulait juste avoir une discussion amicale avec lui puisqu'ils ont tous les deux été assignés à l'enquête. Il est presque temps pour eux de partir, alors Lornia se lève et remarque qu'il porte son alliance comme porte-bonheur, donc il doit avoir une famille qui l'attend à la maison. Veldi demande à quoi ressemble sa famille, alors Lornia lui dit qu'il a une femme nommée Marcha et une fille nommée Mina, mais sa vie personnelle n'est pas importante pour leur mission, donc il ne prévoit pas en parler beaucoup. Lornia a entendu des rumeurs sur Veldi étant grossier et mal élevé, et les rumeurs étaient assez exactes, mais dans l'ensemble, Veldi ne semble pas être un mauvais gars, et ses compétences ne sont pas une blague, donc c'est un paladin respectable. Veldi commence à se plaindre d'être assigné à une mission aussi inutile que celle-ci,
mais Lornia lui rappelle que cette mission est d'enquêter sur l'une des révélations de Sainte Solina, donc ils doivent la prendre au sérieux. Pourtant, Veldy trouve bizarre qu'on leur ait donné une équipe aussi médiocre, même si c'est pour une révélation d'une sainte. Veldy et Lornia sont littéralement les seuls paladins de l'équipe, et le reste des gens sont tous des mercenaires engagés pour combler les trous. Les chances sont excellentes pour eux, surtout puisque c'est une mission dans la forêt du Sud, mais Veldy veut juste en finir pour pouvoir rentrer chez lui le plus tôt possible. Pendant ce temps, de retour à Manara, la construction s'est très bien déroulée jusqu'à présent. Cet endroit commence enfin à ressembler à une civilisation propre, et les elfes noirs ne semblent plus dérangés par les arbres de chair. Takuto est vraiment excité parce que voir tout ça en personne est une toute nouvelle expérience par rapport à ce qu'il voyait quand il jouait au jeu. Émile fait visiter Takuto et montre la zone résidentielle avec principalement des maisons dans les arbres. Comme elle s'est concentrée sur la production alimentaire, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler sur les maisons. Cependant, les arbres de chair poussent bien, donc l'entrepôt de nourriture devrait être terminé bientôt. Pendant ce temps, Moltar a travaillé sur sa recherche magique à l'institut de magie qu'il a créé, et la plupart des citoyens talentueux en magie ont rejoint ses recherches. De plus, ils ont aussi découvert une source à proximité, donc ils ont maintenant une source d'eau sécurisée, et enfin, ce bâtiment est le bureau public où les réunions administratives de Manara se tiendront. Elle aurait aimé rendre le bâtiment un peu plus sophistiqué, mais c'est le mieux qu'elle puisse faire avec ses ressources actuelles. Takuto est satisfait de l'initiative qu'Émile montre puisqu'elle gère très bien les choses, et il est aussi content de voir que les elfes noirs, qui étaient au bord de la mort quand il les a rencontrés pour la première fois, ont maintenant l'air en pleine forme. Émile est un peu nerveuse puisqu'elle ne peut pas deviner ce que Takuto pense, alors elle lui demande s'il est satisfait de son travail jusqu'à présent, et Takuto lui dit qu'elle a fait du bon travail. Il dit qu'il est heureux de la voir comme l'une de ses citoyennes, et entendre de tels éloges de la part de Takuto est la meilleure chose qu'Émile pouvait espérer, elle est tellement heureuse qu'elle éclate en larmes. Une fois qu'elle a repris son calme, Émile montre à Takuto la ferme d'arbres de chair, et les choses ont progressé sans problème grâce à tout l'équipement agricole que Takuto leur a fourni. Bien qu'Émile soit toujours effrayée par les étranges arbres de chair qui parlent, alors elle veut passer à la source d'eau qu'elle a trouvée. Elle emmène Takuto et Atou dans la forêt, mais pour une raison quelconque, les choses semblent très différentes de ce qu'elles étaient avant. Et quand ils arrivent enfin à la source, Émile est horrifié de voir que l'eau est devenue complètement noire. Moltar et Geia arrivent bientôt aussi puisqu'ils avaient entendu qu'Émile voulait construire un aqueduc près de la source, mais maintenant qu'elle ressemble à ça, ils ne pensent plus pouvoir l'utiliser. Cependant, juste quand ils avaient perdu espoir, Atou leur dit que l'eau est toujours parfaitement sûre, et pour le prouver, elle se penche et prend une gorgée d'eau. Les autres sont choqués qu'Atou prenne un tel risque, mais elle leur dit d'essayer de prendre une grande inspiration, et quand ils le font, pour une raison quelconque, l'air semble meilleur que la normale. C'est l'un des avantages de la nation maléfique de Manara, toutes les terres près de la nation deviennent un terrain maudit, et cela accorde des bonus mineurs aux créatures maléfiques tout en appliquant des pénalités aux créatures neutres et bonnes. Cela signifie que bien que l'eau, l'air et la terre puissent sembler sombres et mortels, tous les citoyens maléfiques de Manara ne subiront aucun effet négatif. Il y a juste un petit problème avec ça, cependant, une forêt maudite est assez visible, donc ça ruine un peu toute leur stratégie de rester cachés. Ce ne sera pas si grave si la région maudite reste petite, mais à mesure que Manara s'étend, il deviendra plus facile pour leurs ennemis de les découvrir, donc Geia et Moltar pensent qu'il est temps de commencer à travailler sur cette armée dont Geia a parlé plus tôt. Cependant, Atou lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisqu'un seul héros est plus que suffisant pour gérer toutes les menaces en début de partie. Moltar et Geia ne savent toujours pas exactement ce qu'un héros est censé pouvoir faire. Atou pourrait donner une longue explication de stats, mais elle pense que ce sera plus rapide de leur donner une démonstration. Des tentacules commencent à émerger du dos d'Atou, et elle les utilise pour trancher tous les arbres autour d'elle en un instant. Moltar et les autres sont dans une incrédulité totale face à ce qu'ils viennent de voir, mais Atou explique qu'elle est aussi un héros, et comme elle est ici depuis un moment, sa force lui revient enfin, bien que ce soit encore loin de ce qu'elle était à son apogée. L'important à retenir ici est que les héros sont incroyablement forts, et ils deviennent plus forts avec le temps, donc tant qu'ils ne font face à aucune menace significative pendant un moment, Takuto est confiant qu'ils devraient aller bien. Mais à part ça, il est un peu contrarié contre Atou parce qu'elle n'avait pas besoin de détruire ces arbres juste pour prouver sa force. Moltar et Geia sont toujours émerveillés par le pouvoir que possède Takuto, et ils ont hâte de construire un palais digne de sa majesté, mais Takuto pense que ce serait un gaspillage de ressources, alors il leur dit qu'il n'en a pas besoin. Moltar, Geia et Émile insistent sur le fait qu'il est absolument nécessaire que Takuto ait un château parce qu'il se sentirait trop coupable en tant que ses citoyens s'il n'en avait pas. Et comme ils en font tout un plat, Atou dit à Takuto qu'il devrait probablement en faire construire un pour satisfaire leurs souhaits. Takuto admet qu'un palais serait cool, et il espérait de toute façon faire un château flottant un jour, alors autant commencer maintenant puisque les choses se passent si bien. Mais à son insu, les paladins se rapprochent lentement du continent sombre,
et il y aura forcément une confrontation quand ils découvriront Manara. En chemin, Valdis dit à Lornia qu'il a fait un excellent travail en engageant autant de mercenaires, et Lornia répond que ce n'était pas facile à réaliser, surtout puisque la plupart des mercenaires de la région sont actuellement stationnés dans le nord. Pour une raison inconnue, un groupe de barbares est soudainement apparu dans la province du Nord, et ils ont commencé à piller les villages environnants, alors la Sainte et son armée ont été envoyés pour s'occuper d'eux. Cependant, la situation là-bas est toujours très mauvaise, donc l'un des mercenaires dit qu'il est content de ne pas être parmi ceux qui doivent combattre les barbares. Un autre mercenaire dit que cela pourrait en valoir la peine car il a entendu que la paix là-bas est vraiment bonne, mais il y a aussi des rumeurs selon lesquelles une sorcière aurait été aperçue là-bas, et aucun d'entre eux ne veut avoir affaire à ça. Veldi leur dit qu'il est inutile d'en parler maintenant car, que la sorcière du Nord soit réelle ou non, ils ne la rencontreront pas puisqu'ils se dirigent vers les terres maudites du Sud. Le groupe arrive bientôt dans une ville voisine pour passer la nuit, et pendant qu'ils dînent tous, Lornia commence à interroger le mercenaire Bargo pour obtenir plus de détails sur la sorcière dont il a parlé plus tôt. Bargo dit que ce n'est qu'une rumeur qu'il a entendue, disant qu'une sorcière était responsable de tout le chaos dans le Nord, mais Lornia trouve cela absurde car il est impossible qu'une seule personne ait pu faire tout ça, surtout lorsque la Sainte a été envoyée pour régler le problème. Bargo convient que cela semble farfelu et qu'il ne croit pas personnellement que c'est vrai, mais mieux vaut prévenir que guérir car affronter une vraie sorcière serait incroyablement dangereux. En parlant de danger, Bargo trouve étrange que le royaume ait envoyé 2 chevaliers sacrés à si court préavis, surtout lorsque leur destination est les terres maudites, alors il demande à Veldi de lui dire exactement ce qu'ils vont y affronter, car si c'est quelque chose de similaire à une sorcière, alors Bargo se retire ici même. Veldi n'a pas vraiment obtenu de détails sur ce qu'ils rencontreront dans la forêt, mais il assure à Bargo que ça ne peut pas être si grave. S'il devait deviner, il dirait que cela a quelque chose à voir avec les elfes noirs qui ont envahi la forêt récemment, donc le royaume veut probablement qu'il s'assure que les elfes ne causent pas de problème. Il a tort, cependant, Lornia et Bargo le croient pleinement car les elfes noirs sont considérés comme des assassins dangereux et des utilisateurs de malédictions par les habitants du royaume. Lornia craint que si les elfes noirs sont laissés tranquilles, ils pourraient finir par devenir assez forts pour attaquer le royaume, alors il veut commettre un léger génocide, mais Veldi l'interrompt et dit que cette mission est juste une investigation, donc dès que les choses deviendront dangereuses ou violentes, ils battront en retraite. Bargo est content d'entendre que Veldi est si raisonnable car il ne veut vraiment pas participer à un massacre. Lornia ne comprend pas pourquoi Veldi refuserait une opportunité d'éliminer une race maléfique. Veldi dit simplement « Tu as une femme et des enfants, et tu veux vraiment te lancer dans une bataille génocidaire sans raison ». Même si Lornia ne se soucie pas de rentrer vivant, le reste des mercenaires ici ont des familles qu'ils aimeraient revoir, donc à moins que ce ne soit absolument nécessaire, Veldi ne va pas mettre leur vie en danger. Lornia n'est toujours pas d'accord avec l'idée de laisser les elfes vivre, mais il veut aussi revoir sa famille, alors il décide finalement de suivre les instructions de Veldi. Pendant ce temps, à Manara, Takuto a rassemblé tous ses citoyens en un seul endroit car il y a quelque chose qu'il veut leur faire voir. Ils sont tous très confus car il se tient simplement debout à côté d'un tas de fruits de l'arbre à viande, mais Takuto lève alors la main et commence à déverser du mana dans les fruits. Tout le monde regarde avec impatience pour voir ce qui va se passer, mais à leur grande surprise, juste devant leurs yeux, le tas de fruits se transforme en un scarabée éclaireur. Tout le monde est émerveillé par ce qu'ils viennent de voir car Takuto a essentiellement créé une nouvelle vie d'un simple geste de la main, et Atu annonce que ce n'est qu'une fraction de ce que Takuto peut vraiment faire, donc ils doivent tous continuer à se dévouer à lui. Ensuite, Takuto retourne dans sa salle du trône, et il est soulagé que les gens ne lui aient pas posé trop de questions sur la création du scarabée éclaireur car il ne comprend honnêtement pas comment cela fonctionne. Lui et Atu suivent simplement la procédure du jeu pour que cela se produise, mais quand on le voit en personne, il est difficile de croire que simplement pomper du mana dans un tas de fruits suffirait à créer la vie. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'ils ont confirmé qu'ils peuvent créer des soldats en toute sécurité, Atu dit qu'ils peuvent passer à la phase suivante du plan, créer un héros. Cela va prendre un certain temps car Takuto va devoir accumuler son mana pour accomplir le rituel, mais une fois que ce sera fait, ils seront pratiquement imbattables. Atu est toujours très excitée à ce sujet, alors elle demande à Takuto quel héros il compte invoquer en premier, et Takuto dit qu'il va choisir Isla, la reine des insectes, car elle offre le plus d'avantages en début de partie. Isla peut renforcer la puissance de tous les soldats de type insecte à proximité, donc avec elle, tous les scarabées éclaireurs deviendront des combattants extrêmement efficaces. De plus, elle peut produire des larves soldats pour aider au combat ainsi qu'à la construction, donc elle serait parfaite pour accélérer le développement de Manara. Atu félicite Takuto d'avoir élaboré une stratégie aussi solide, mais outre les capacités uniques d'Isla, elle est aussi la seule héroïne qui n'a pas une personnalité problématique. Quant aux autres héros, l'un est obsédé par la conquête du monde, tandis que l'autre veut tout voir brûler, et Takuto ne voulait vraiment pas avoir à gérer ça pour l'instant. Cela dit, ces deux-là sont toujours très puissants, donc il va devoir les invoquer un jour.
Il espère juste que les héros ne causeront pas de problème lorsqu'il les invoquera car il aimerait vivre une vie paisible dans ce monde. Pendant ce temps, de retour avec les chevaliers sacrés et les mercenaires, ils viennent de tomber sur un géant des collines en colère, et s'en occuper ne sera pas facile, alors Lornia dit à tous les mercenaires de se préparer au combat. Cependant, avant que les combats ne commencent, Veldy dit à tout le monde de se calmer et de le laisser s'en occuper seul. Lornia essaie de s'y opposer, mais Veldy lui dit que ce sera plus rapide s'il s'en charge seul, et ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre ici de toute façon. Veldy s'approche du géant et commence à dire une prière, alors Lornia explique aux mercenaires que Veldy utilise la technique secrète de Qualia, qui permet d'utiliser des prières pour imprégner ses attaques de pouvoir divin. Le géant tente de frapper Veldy avec sa massue, mais Veldy parvient facilement à la trancher en deux. Le pouvoir que les arts divins confèrent varie d'un chevalier à l'autre, mais pour les chevaliers sacrés de haut rang comme Veldy, sa puissance est égale à celle d'un dragon mineur, donc le géant n'a aucune chance. Après que Veldy a tué le géant, Lornia commence à le féliciter pour son immense puissance et dit qu'avec Veldy et leur équipe, ils peuvent certainement affronter tout ce qu'ils rencontreront dans la forêt sombre. Cependant, Veldy n'a pas l'air satisfait et lui dit qu'ils ne peuvent encore rien affirmer avec certitude. De retour à Manara, Takuto est occupé à manger un hamburger, mais Atu est un peu inquiète car il n'a mangé que de la malbouffe depuis son arrivée. Elle ne compte pas l'arrêter, mais elle lui dit qu'il devrait manger plus sainement. Takuto a passé sa dernière vie à l'hôpital à ne manger que de la bouillie nutritive jusqu'à sa mort, alors maintenant il veut juste manger de la nourriture savoureuse. Juste à ce moment-là, il se souvient qu'il a quelque chose d'important à discuter. Il demande à Atu si elle peut convoquer Geia et Moltar pour une réunion après ça. Atu accepte de le faire, mais elle est curieuse de savoir de quoi il s'agit, alors Takuto explique que grâce au scarabée éclaireur supplémentaire qu'il a obtenu, il peut maintenant voir plus de la forêt, donc il veut demander conseil à Geia et Moltar sur la manière de gérer cela. Atu demande à Takuto s'il fait référence au village à l'extérieur de la forêt, et il le confirme. Sa principale inquiétude est que, parce que le village est si proche, ils finiront par découvrir l'existence de Manara tôt ou tard. Heureusement, il ne semble pas que le village fasse partie du Saint Royaume de Qualia, donc ils sont probablement neutres, et cela signifie qu'il sera possible de négocier avec eux. Cependant, si quelqu'un d'autre devait se montrer, ce serait vraiment mauvais car venir jusqu'ici signifierait qu'ils sont en mission. Takuto dit à Atu qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter autant car il n'y a aucune preuve que quiconque ait découvert leur existence pour l'instant. Atu le prévient en plaisantant que dire des choses comme ça ne finit jamais bien pour le personnage principal, et Takuto rit avec elle, mais il s'arrête soudain de rire quand il réalise que des gens sont effectivement arrivés, et pire encore, il semble que ce soit un groupe de soldats armés, donc ils ne sont certainement pas là pour des discussions pacifiques. Takuto veut éviter de trop se faire remarquer, alors il demande à Atu d'aller s'occuper des soldats. Il lui demande aussi d'essayer d'être pacifique d'abord, mais si ça ne marche pas, alors elle est libre d'utiliser autant de violence que nécessaire. Pendant ce temps, à l'extérieur de la forêt, l'expédition sacrée se prépare à entrer, mais avant qu'il ne puisse marcher dedans, Veldy remarque quelque chose d'étrange derrière la ligne des arbres, alors il dit à tout le monde de reculer. Quelques instants plus tard, Atu émerge de la forêt vêtu d'une cape, et Lornia et Veldy sont surpris de voir quelqu'un vivre là-dedans. Veldy lui demande de s'identifier, alors Atu ment et dit qu'elle est une humble elfe noire qui vit dans ces bois avec son peuple. Lornia a toujours le génocide des elfes noirs en tête, alors il est sur le point de la provoquer, mais Veldy l'arrête et change de sujet. Il dit à Atu que lui et son groupe sont juste là pour enquêter sur la forêt, alors il lui demande si elle serait prête à les laisser entrer. Atu refuse poliment leur demande, disant que les elfes noirs préféreraient ne pas voir leur nouvelle maison envahie sans raison. Lornia se sent offensée qu'une elfe noire de bas étage ose refuser une demande d'homme saint de Dieu, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Veldy lui dit de fermer sa putain de bouche avant qu'il ne cause des problèmes. Veldy est déjà suspicieux, mais il essaie de convaincre Atu de les laisser entrer en lui parlant de la révélation divine qu'ils ont reçue de la sainte concernant une grande calamité dans cette forêt. Lornia commence à paniquer car les révélations divines sont des secrets nationaux, pourtant Veldy vient de la révéler à une femme inconnue. Veldy lui dit encore une fois de se taire, mais informer les autres d'une révélation divine sans permission est contraire aux règles de l'ordre sacré, alors Lornia dit qu'il va le dénoncer une fois de retour à Qualia. Veldy dit à Lornia qu'il est libre de faire ce qu'il veut, puis il se retourne vers Atu pour lui demander si elle est prête à les laisser entrer maintenant. Cependant, Atu refuse toujours, et elle dit à Veldy qu'il n'y a pas besoin qu'il fouille la forêt car il n'y a rien de dangereux ou de maléfique là-dedans. C'est un mensonge éhonté, mais Veldy décide que ça ne vaut pas la peine de discuter ici, alors il dit à tout le monde qu'il rentre chez eux. Veldy n'est pas un idiot, il sait qu'Atu est très louche, mais il sait aussi que lorsqu'une seule personne encapuchonnée sort avec confiance pour affronter une armée entière, il vaut probablement mieux ne pas s'en mêler. L'option la plus sûre ici est de revenir et de se regrouper avant de faire quoi que ce soit, mais Lornia est trop impulsif pour comprendre qu'il s'agit d'une retraite tactique, alors il accuse Veldy d'abandonner la mission et dit qu'il le prive de toute autorité.
Il ordonne ensuite aux mercenaires de le suivre car ils vont entrer dans la forêt pour enquêter, et malheureusement, Lornia était celui qui les a engagés, donc ils doivent écouter ses ordres. Personnellement, je démissionne sur le champ après avoir vu Veldici paniquer, mais Lornia ordonne aux hommes de saisir Atou immédiatement pour avoir désobéi à ses ordres plus tôt, alors les hommes commencent à se rapprocher d'elle, et malgré les avertissements de Veldi, ils ne sont plus prêts à écouter. Atou est déçu que sa tentative de les faire partir pacifiquement ait échoué, même si elle a fait de son mieux, mais bon, c'est comme ça. À l'instant suivant, Lornia se réveille par terre et se retrouve couvert de sang car Atou a cessé de se retenir, et bien qu'il soit toujours en vie d'une manière ou d'une autre, le reste des mercenaires n'a pas eu cette chance. Veldi crie à quelqu'un d'aller signaler cela au royaume, mais Bargo lui répond que tous leurs messagers ont déjà été éliminés par Atou, et que les mercenaires qui ont réussi à survivre ne sont pas assez rapides pour faire le trajet à temps, surtout avec Atou en mode attaque. Il dit à tout le monde de préparer ses armes, car ils n'ont désormais plus d'autre choix que de se battre. Il leur ordonne de tirer tout ce qu'ils ont, et les mercenaires décochent toutes leurs flèches, mais Atou les bloque sans effort et reste indemne. La dernière chose que Veldi souhaitait était d'affronter quelqu'un comme Atou, et celle-ci est tout aussi déçue que lui. Elle dit clairement que tout cela est la faute de Lornia, car elle aurait été parfaitement heureuse de les laisser partir s'ils avaient simplement accepté de quitter la forêt, mais Lornia a dû jouer les justiciers, alors maintenant elle doit le tuer. Lornia se rend compte qu'il a grave merdé, alors il est enfin prêt à écouter et demande s'il sait ce qu'est Atou. Veldi avait des soupçons lorsqu'ils l'ont rencontré pour la première fois, c'est pourquoi il voulait éviter le combat, mais maintenant qu'il a vu sa véritable forme, il est certain qu'Atou doit être une sorcière. Une sorcière est un monstre de classe calamité officiellement reconnu comme une menace nationale. Atou est bien trop forte pour que les mercenaires aient une chance contre elle, alors Veldi leur dit de rester en retrait afin que lui et Lornia puissent s'occuper d'elle. Ils se précipitent tous les deux sur Atou et récitent leurs prières pour renforcer leurs attaques. Au début, Atou ne les prend pas au sérieux, elle se contente de bloquer leurs coups et les traite de faibles, mais à sa grande surprise, ils parviennent à couper 2 de ses tentacules. La tâche ne sera peut-être pas aussi facile qu'elle le pensait. Elle comprend que leurs attaques de magie sacrée leur confèrent des dégâts supplémentaires contre elle, et Veldi suppose qu'une fois qu'ils auront coupé tous ses tentacules, elle sera complètement impuissante. Atou ne veut pas que cela arrive, alors elle prend 2 des mercenaires en otage et décide de les utiliser comme boucliers humains pour forcer Veldi et Lornia à cesser leurs attaques. Cependant, Veldi dit à Lornia que s'ils n'arrêtent pas Atou ici, il est tout à fait possible qu'elle s'en prenne à Qualia à l'avenir, et que pour le bien de leur nation, des sacrifices doivent être faits. Lornia n'aime pas cette idée, mais il est d'accord avec Veldi, et tous deux poursuivent leur charge et coupent les otages ainsi que les 2 derniers tentacules d'Atou. Atou est surprise qu'ils aient été prêts à tuer leurs alliés aussi facilement, et pendant un instant, elle semble réellement en difficulté, mais tout cela n'était qu'un jeu pour elle. Une seconde plus tard, plusieurs tentacules émergent du sol et Veldi est transpercé à plusieurs reprises. Dans un dernier souffle, il dit à Lornia de s'enfuir, et peu après, Atou l'achève d'un coup de tentacule à la tête. Lornia n'en revient pas de ce qui vient de se passer, car il était sûr qu'ils avaient coupé tous les tentacules d'Atou, mais même si c'est vrai, Atou ne se souvient pas avoir dit qu'elle ne pouvait pas en faire pousser d'autres. En fait, elle pouvait en invoquer autant qu'elle le voulait depuis le début, et elle s'est donc contentée de jouer avec eux depuis le début. Après ce qu'ils viennent de voir, tous les mercenaires ont perdu toute envie de se battre, et Atou ne semble pas disposé à épargner la vie de qui que ce soit. Lornia leur dit donc de s'enfuir aussi vite que possible, espérant que s'ils se dispersent dans toutes les directions, au moins l'un d'entre eux pourra retourner au royaume et raconter ce qui s'est passé ici. Tous les mercenaires lâchent immédiatement leurs armes pour s'enfuir, et Atou n'a pas vraiment envie de les poursuivre, alors elle les laisse partir, même si elle aurait préféré qu'ils le fassent dès le début, car cela lui aurait évité bien des ennuis. Lornia décide de rester pour occuper Atou, et il brandit son épée sacrée vers elle, mais à sa grande surprise et à son grand désarroi, elle la bloque avec la même technique sacrée. Il ne comprend pas comment une créature maléfique comme elle peut avoir accès à des techniques sacrées, et normalement, cela ne serait pas possible, mais quand Atou a tué Veldi, elle a absorbé toute son expérience et ses techniques d'épée, et maintenant, elle est aussi douée que lui. Elle commence à attaquer Lornia en utilisant les techniques de Veldi, et elle ne peut s'empêcher de faire l'éloge de Veldi, car il était vraiment un homme digne d'être qualifié d'élite, mais malheureusement, il a fini par mourir parce que Lornia n'a pas su tenir sa langue. Elle se moque ensuite de Lornia en lui demandant s'il a seulement pensé à retourner chez lui auprès de sa femme et de sa fille, mais Lornia n'en a jamais parlé ici, et c'est là qu'il comprend qu'Atou n'a pas seulement pris les compétences de Veldi, elle a aussi pris tous ses souvenirs. Et si Atou est vraiment capable de faire une chose pareille, cela signifie qu'elle ne fera que devenir plus forte à mesure qu'elle tuera. Elle demande à Lornia s'il veut connaître les dernières pensées qui ont traversé l'esprit de Veldi avant qu'elle ne le tue, et comme l'homme gentil qu'il était, Veldi pensait à la survie de ces hommes jusqu'au moment de sa mort, mais on ne peut pas en dire autant de Lornia. Il tente de se défendre en disant que les autres mercenaires se sont déjà enfuis pour rapporter ce qui s'est passé, donc la mission n'a pas été un échec total,
mais Atout lui répond simplement que tous ses mercenaires sont morts. Elle dit qu'elle ne voulait pas les poursuivre personnellement, mais cela ne signifie pas qu'elle allait les laisser partir, et elle n'a jamais dit non plus qu'elle était seule. Elle avait déjà donné l'ordre aux elfes noirs de s'assurer que personne ne s'en sorte vivant, donc dès que les mercenaires ont pris la fuite, ils ont été pourchassés et tués. Lornia sombre dans le désespoir en réalisant qu'il est le dernier survivant, alors il frappe désespérément Atout à la tête, et elle savoure chaque instant de sa souffrance. Il ne faut pas longtemps à Atout pour maîtriser Lornia, mais avant de le tuer, elle décide de remuer le couteau dans la plaie en lui expliquant exactement comment les choses se seraient passées s'il avait écouté Veldy, ils seraient tous rentrés chez eux sains et saufs. Lornia aurait pu revoir sa femme et sa fille. Ils auraient passé le reste de leur vie dans le bonheur, sans se douter de l'existence des calamités qui sévissaient dans la forêt. Cependant, Lornia a choisi d'agir autrement, alors maintenant, elle va le tuer. Ensuite, elle tuera aussi sa famille, juste parce que. Atout peut lire dans ses pensées pour savoir exactement à quoi ressemble sa famille et où elle vit, et elle dit qu'elle est suffisamment mesquine pour le faire. En fait, elle pourrait tout aussi bien tuer tous les habitants des villages que Lornia a traversés pour arriver ici, et comme ils souffrent tous d'une mort des plus atroces, elle s'assurera de leur faire savoir que tout cela est dû au paladin Lornia. Lornia hurle et supplie Atout de ne pas le faire, mais elle commence à se lasser de le tourmenter, alors elle finit par cesser de le narguer et met simplement fin à ses jours pour le faire taire. Une fois Lornia mort, Géia s'approche d'Atout pour l'informer que lui et ses hommes ont réussi à tuer tous les mercenaires qui s'étaient enfuis, de sorte que personne ne rapportera les événements d'aujourd'hui. Atout le remercie pour son excellent travail et lui demande de s'occuper également de l'élimination des corps, mais avant qu'elle ne parte, Géia lui dit qu'il a quelque chose à lui demander. Il veut savoir si elle a vraiment l'intention de mettre à exécution son plan consistant à tuer la famille de Lornia et toutes les personnes à qui il a parlé, mais elle répond qu'elle a juste dit tout cela pour effrayer Lornia et qu'elle n'a pas réellement l'intention de commettre un génocide. De plus, cela représenterait beaucoup de travail, et elle n'aime pas se battre sauf si elle y est obligée. Cela dit, elle ne peut pas se permettre de perdre trop de temps à bavarder ici, car elle a quelque chose à dire à Takuto de toute urgence. Avant le début du combat, Atout a entendu Veldy la traiter de sorcière alors qu'elle est classée comme héroïne, et il a également mentionné une sorcière dans le Nord, mais Takuto n'a jamais entendu parler d'une classe de sorcière dans le jeu auparavant, donc Atout pense que ce monde doit être différent de celui auquel ils sont habitués. Takuto avait déjà le sentiment que c'était le cas, donc même si la plupart des fonctionnalités du jeu fonctionnent toujours de la même manière, il serait préférable de partir du principe que les mécanismes sous-jacents sont complètement différents. Heureusement, la différence ne semble pas être entièrement négative, car la capacité d'Atout à absorber les compétences des personnes qu'elle tue a été améliorée, elle peut désormais obtenir une partie des souvenirs de ces personnes, ce qui leur a permis de recueillir de nombreuses informations sur la situation actuelle de Qualia auprès de l'équipe d'enquête envoyée ici. Heureusement, la ville de Qualia semble préoccupée par les troubles dans le Nord, elle ne pourra donc pas se concentrer pleinement sur Manara dans l'immédiat. Cependant, le fait que l'équipe d'enquête ait été décimée va certainement éveiller les soupçons, et Qualia va donc forcément prendre des mesures pour découvrir ce qui s'est passé. Takuto en est conscient, mais Qualia ne sait toujours rien à propos de Manara, donc tant que les responsables ne sont pas complètement idiots, ils ne vont pas attaquer tout de suite. Pour l'instant, Takuto est beaucoup plus préoccupé par cette perturbation dans le Nord et par la sorcière qui en est à l'origine. Atout a essayé de glaner autant d'informations que possible sur les sorcières dans les souvenirs de Veldy, mais il n'en savait pas grand-chose au départ. Cependant, ses souvenirs étaient très clairs sur un point, la sorcière du Nord était capable de causer à elle seule des dégâts de l'ampleur d'une attaque militaire à l'armée kalienne, et son nom est Arakino. Pendant ce temps, dans le territoire du Nord, Arakino vient de détruire un autre village et se prépare à passer au suivant. Elle ramène donc tous les villageois qu'elle a tués à la vie pour en faire ses serviteurs morts-vivants. Takuto n'a aucune idée des capacités d'Arakino, mais le fait qu'elle soit capable d'une telle destruction alors qu'elle vient seulement d'apparaître le conduit à penser qu'elle pourrait venir d'un autre monde, tout comme lui et Atout. Si c'est vrai, les choses vont se compliquer considérablement, alors Atout lui demande ce qu'il doit faire. À en juger par les destructions causées par Arakino, elle est très probablement malveillante, il est donc possible qu'il puisse s'entendre avec elle. Elle demande à Takuto s'il devrait essayer d'entrer en contact avec elle, mais il ne pense pas que ce soit une bonne idée, car ils ne savent rien de sa personnalité. Atout est déçu que tous ces problèmes aient commencé alors que tout allait enfin bien ici, mais Takuto lui rappelle qu'Arakino se trouve tout au nord, et qu'elle ne sera donc pas un problème à régler dans l'immédiat. Cependant, toutes ces nouvelles menaces ont clairement montré que Manara a besoin d'une ligne de défense plus solide, et Takuto prévoit donc de créer un autre héros dès que possible. Au départ, il avait l'intention de choisir Esla, mais compte tenu des récents développements, il devra peut-être opter pour quelqu'un de plus orienté vers le combat. De plus, il va devoir réévaluer sa stratégie consistant à rester caché en raison d'incertitudes telles que la sorcière en jeu. Il va devoir former une alliance avec une nation. Évidemment, Qualia n'est pas une option après ce qu'Atout a fait à leur paladin,
mais la nation à l'est de la forêt devrait convenir, car elle est neutre et n'a encore eu aucun contact avec Manara. Une fois le palais terminé, Takuto prévoit donc d'aller enquêter sur ce pays et, pendant son séjour, il déterminera s'il serait possible de travailler ensemble. Pendant ce temps, dans la ville à l'est, ils sont actuellement attaqués par les barbares, alors leur porteuse de bâton utilise un éclair pour les anéantir. Tous les citoyens commencent à la féliciter d'avoir protégé la ville si facilement, mais elle leur dit qu'il est trop tôt pour se réjouir, car il semble qu'ils aient encore beaucoup de travail à faire. De retour à Manara, Atu et Takuto ont fini de discuter, et elle s'apprête à partir, mais avant cela, elle a quelque chose à lui demander pardon. Elle sait que Takuto n'aime pas la violence inutile, mais elle s'est un peu laissée emporter lorsqu'elle s'est occupée du paladin. Mais Takuto la regarde d'un air absent et lui demande pourquoi cela l'intéresserait. Atu se souvient instantanément que même si Takuto est gentil, il est aussi l'incarnation du mal, donc peu de choses peuvent le déranger. Peu de temps après, le palais de Takuto est enfin achevé, marquant ainsi le début de l'essor de son royaume. Il est ravi, car il a toujours rêvé d'avoir un palais gigantesque, et Atu lui assure qu'un jour, celui-ci sera assez grand pour percer les cieux. Cependant, toutes ces discussions sur le palais font réaliser à Atu que même si Takuto est le roi, il n'a toujours pas un seul serviteur à son service. Il n'y avait pas vraiment réfléchi, mais il serait étrange qu'un roi n'ait pas de serviteur personnel, alors Atu lui demande s'il a une préférence afin qu'elle puisse lui en trouver un. Takuto répond timidement qu'il se moque de qui ce sera, tant que cette personne est facile à vivre, car il est très mauvais en communication. En fait, il n'a encore jamais discuté avec aucun des elfes noirs depuis son arrivée, mais Atu pense que c'est surtout parce qu'il leur apparaît comme une masse d'énergie négative. Quoi qu'il en soit, elle lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle a le plan parfait. Takuto n'aime pas l'enthousiasme d'Atu, mais il décide de la laisser faire pour voir ce qu'elle va faire. Atu convoque immédiatement Geia, Moltar et Emile, et leur ordonne de rassembler toutes les jeunes filles du village, car Takuto les désire. Takuto et Geia n'en croient pas leurs oreilles, mais Geia veut lui accorder le bénéfice du doute, alors il demande à Atu pourquoi elle donne un tel ordre. Atu a demandé des jeunes filles parce qu'elle pensait que cela serait plus facile pour Takuto de s'entraîner à converser avec elle, mais au lieu de simplement le dire, elle déclare avec audace que Takuto aime les jeunes filles. Cela va beaucoup trop loin, alors Takuto empêche Atu de dire quoi que ce soit de pire et lui demande d'expliquer les choses sans le faire passer pour un lamancé. Après avoir entendu toute l'histoire, Moltar et les autres sont soulagés d'apprendre que Takuto voulait simplement un serviteur avec qui il serait facile de parler, et que s'il a spécifiquement demandé des jeunes filles, c'est parce que le royaume manque de main-d'œuvre et qu'il ne voulait pas prendre de précieux travailleurs pour en faire ses serviteurs. Les enfants, qui ne sont pas encore capables de travailler, étaient donc la meilleure option. Moltar et les autres sont impressionnés par la réflexion approfondie de Takuto, ils acceptent donc de lui amener les enfants, et Takuto se réjouit d'avoir enfin des interlocuteurs. Cependant, il a omis un détail dans son plan, le fait qu'il ressemble toujours à une catastrophe ambulante pour les gens normaux, et les enfants fondent en larmes dès qu'ils le voient. Takuto se sent vraiment mal après tout ce désordre, alors Atu demande à Moltar s'il y a des enfants qui ne crieront pas à la vue du roi, mais vu les circonstances, Moltar ne voit personne qui pourrait convenir. Geia prend soudainement la parole et demande si Takuto a déjà rencontré les jumeaux, mais dit qu'il ne les a pas présentés parce qu'il ne pensait pas qu'ils seraient des serviteurs appropriés pour Takuto. Pour parler franchement, ils ont un passé un peu trouble, et ils craignaient qu'ils n'offensent le roi d'une manière ou d'une autre, mais à ce stade, il ne reste plus beaucoup d'options, alors Atu lui dit de les appeler quand même. Quelques instants plus tard, les jumelles arrivent au palais et se présentent sous les noms de Karia et Maria, mais alors que Karia s'adresse à Takuto avec le respect qui lui est dû, Maria lui parle de manière décontractée, comme s'il était l'un de ses amis. Atu comprend immédiatement que ses enfants ont traversé des épreuves difficiles, et elle demande à Karia comment elle a contracté ses plaies sur son corps. Karia lui répond que c'est dû à une maladie, et Moltar explique que Karia a souffert d'une épidémie il y a quelque temps. Même si elle est guérie, les cicatrices causées par la maladie sont toujours visibles. Atu demande alors ce qui est arrivé à Maria, et Karia explique que Maria a dû subir quelque chose de très cruel et qu'elle n'est plus la même depuis. Atu demande à Karia ce qu'elle entend par « quelque chose de cruel », et sans hésiter, Maria répond qu'elle a mangé sa mère. C'est bien pire que ce qu'Atu avait imaginé, alors elle demande des explications à Moltar, qui n'est pas fier de ce qui s'est passé à l'époque, mais c'était la seule solution. Les membres de la tribu des elfes noirs n'ont jamais oublié le noble sacrifice que Maria et la mère de Karia ont fait pour eux. Après avoir entendu cela, Takuto se souvient que les elfes ont dû voyager longtemps à travers des terrains dangereux lorsqu'ils ont été chassés de leur foyer, et dans des situations difficiles comme celle-ci, la famine devient une préoccupation majeure, donc des sacrifices ont dû être faits. Il semble que le fait d'avoir été contrainte de manger sa propre mère ait bouleversé la perception du monde de Maria, et bien qu'il soit positif qu'elle ne semble pas du tout craindre Takuto, Atu n'est pas sûr qu'elle soit une bonne servante pour lui. Cependant, alors qu'Atu était perdu dans ses pensées, Maria s'approcha de Takuto et, lorsqu'elle fut près de lui,
Elle lui dit qu'il lui semblait pâle. Takuto est surpris d'entendre cela, car la plupart des gens le décrivent comme l'incarnation des ténèbres, mais ce n'est pas le cas de Maria. Il lui demande si elle accepterait de devenir sa servante pour prendre soin de lui, et Maria répond qu'elle fera de son mieux. Takuto la nomme alors officiellement sa servante et candidate à la direction de Manara. Atu est étonné, car c'est la plus longue conversation que Takuto ait jamais eue avec quelqu'un d'autre qu'elle, mais même si Maria semble d'accord, Karia n'a pas dit grand-chose, alors Takuto lui demande ce qu'elle pense de sa proposition. Karia répond qu'en tant que petite sœur de Maria, elle a le devoir de rester à ses côtés à tout moment, et que si Maria veut devenir la servante de Takuto, alors Karia le fera aussi. Takuto est heureux d'entendre cela, alors il leur dit qu'à partir d'aujourd'hui, elles seront chargées de prendre soin de lui, mais Geia et Moltar semblent un peu inquiets de sa décision. Une fois tout le monde parti, Moltar s'approche de Takuto et lui dit qu'il doit lui parler des jumelles. Depuis la mort de leur mère, elles sont incapables de ressentir la moindre émotion, comme si leur cœur s'était complètement fermé. Takuto, les avoir comme servantes va certainement lui poser plusieurs défis, mais Moltar lui demande de les traiter avec tolérance et patience jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Plus tard, Maria et Karia commencent leurs fonctions officielles en tant que servantes de Takuto, mais des problèmes surviennent presque immédiatement, car lorsque Maria essaie de lui apporter un verre d'eau, elle trébuche accidentellement sur ses propres pieds et renverse tout sur Takuto. Karia propose de l'essuyer et s'excuse pour l'erreur de Maria, car ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais Takuto dit qu'il n'est pas fâché. Quelques instants plus tard, Atu entre et est déçu de voir que Maria a encore fait une erreur, mais Takuto lui dit d'être indulgente avec les filles. Atu ne supporte pas qu'elle se trompe aussi souvent, mais si Takuto ne veut pas les punir, elle ne peut rien y faire. Elle dit à Takuto qu'il a une réunion à laquelle il doit assister et que, en tant que ses assistantes, Maria et Karia devront également y assister, elles ont donc intérêt à se comporter de leur mieux. La réunion commence peu après, et la première à faire son rapport est Emile. Elle est responsable du département de la construction, et elle dit à Takuto qu'avec le palais terminé, ils ont beaucoup de travailleurs disponibles pour le moment, et qu'ils ont également une tonne de ressources en réserve, donc elle pense qu'ils peuvent bientôt commencer à travailler sur un autre projet. Takuto et Atu sont d'accord avec l'évaluation d'Emile, ils lui demandent donc de commencer la construction d'une clinique dès que possible, car ils ont besoin d'un moyen de prendre soin de la santé et de la sécurité des citoyens de Manara. Emile répond qu'elle va s'y mettre immédiatement, et maintenant que les questions de construction ont été réglées, Atu demande à parler à la personne chargée de la collecte des ressources. Cependant, Emile est également responsable de cela, ils devront donc peut-être envisager d'embaucher du personnel supplémentaire prochainement. Quoi qu'il en soit, elle rapporte que la collecte de nourriture et de matériaux se déroule sans encombre et que, grâce à l'aide de Takuto, ils ont pu acquérir des produits de première nécessité qu'ils ne pourraient pas produire eux-mêmes, mais cela consomme beaucoup de mana de Takuto, ils devront donc trouver d'autres méthodes pour acquérir ces produits prochainement. Il n'est pas idéal de recourir si souvent à la production d'urgence, mais pour l'instant, c'est une dépense nécessaire. Takuto dit qu'ils peuvent continuer à compter sur lui, mais qu'ils vont devoir donner la priorité aux bâtiments et à la recherche afin d'augmenter la production de mana de Takuto. Atu remercie Emile pour son travail acharné, et maintenant que les ressources ont été discutées, il est temps de parler de la recherche sur la magie. Moltar se lève pour faire son rapport. Il informe Takuto et Atu qu'il a réussi à créer une magie militaire. Bien qu'il soit pour l'instant le seul à pouvoir l'utiliser, il est convaincu qu'avec suffisamment d'entraînement, ses subordonnés finiront par en être capables eux aussi. Il pourrait même être en mesure de lancer des sorts puissants en utilisant le mana détruit produit par le palais, mais comme Takuto a déclaré qu'il ne voulait pas déclencher de guerre, ils n'auront probablement pas beaucoup d'occasions de l'utiliser. Pour l'instant, Atu demande à Moltar de se concentrer sur la recherche des 6 éléments principaux de l'arbre des compétences magiques, car ceux-ci seront les plus utiles au développement de la nation. Enfin, elle fait appel à Geia pour lui demander des nouvelles de l'état de leur armée, et celui-ci l'informe que l'armée dispose actuellement de 5 insectes éclaireurs. Ils ont principalement été occupés à explorer le territoire inexploré de la Terre maudite, mais les terres à l'extérieur de la forêt sont principalement des plaines, ils ne peuvent donc pas explorer cette région sans risquer d'être repérés. Et comme la discrétion est l'une des principales priorités de Manara en ce moment, les éclaireurs sont limités dans leurs possibilités d'exploration. Atu répond que ce n'est pas grave, car ils ont déjà obtenu un rapport détaillé sur toute la région forestière, et elle demande à Geia d'affecter les éclaireurs à des patrouilles de routine autour du périmètre de la forêt. Geia lui demande si elle est sûre de vouloir affecter tous les insectes à des patrouilles, et Atu comprend qu'il s'inquiète pour la force de leur armée, mais elle lui répond qu'elle est plus que suffisante pour faire face à toutes les menaces qui pourraient se présenter. De plus, elle et Takuto ont déjà décidé de créer un nouveau héros, et Takuto leur annonce qu'il va finalement invoquer Esla. Il demande s'ils ont réussi à rassembler toutes les ressources nécessaires pour cela, et Moltar lui répond que le bois et les rations sont prêts, mais qu'il reste le problème de la grande quantité de mana requise. Après de nombreuses discussions et compromis, la réunion d'aujourd'hui prend enfin fin,
et Takuto est satisfait de la façon dont chacun a rempli son rôle. Il retourne ensuite dans sa salle du trône, mais alors qu'il marche, Maria le bouscule et jette les documents de la réunion par terre. Karia s'excuse à nouveau en son nom et va aider à ramasser les papiers, mais elle déchire accidentellement l'un des documents en deux. Ils lèvent tous deux les yeux vers Takuto, s'attendant à ce qu'il soit en colère contre eux, mais il leur dit simplement qu'ils n'ont pas à s'inquiéter et va s'asseoir sur son trône. Maria s'approche soudainement de Takuto et lui demande s'il est une mauvaise personne. Comme son alignement est maléfique, il est techniquement une mauvaise personne, alors elle lui demande pourquoi il ne les a pas encore tués. Ils n'ont cessé de faire des bêtises et des choses qui auraient valu à un serviteur d'être exécuté, mais Takuto continue de leur montrer de la clémence, et ils ne comprennent pas pourquoi. Takuto leur demande quelle est, selon eux, la différence entre une bonne personne et une mauvaise personne. Pour Maria, une bonne personne est quelqu'un qui ne fait que du bien, et une mauvaise personne est quelqu'un qui ne fait que du mal. Cependant, Takuto lui dit qu'elle n'a qu'à moitié raison. Une bonne personne est en effet quelqu'un qui doit toujours faire ce qui est juste, donc elle ne peut pas mentir, voler ou tuer des gens sans raison, mais une mauvaise personne ne doit pas nécessairement toujours faire de mauvaises choses. Elle est égoïste par nature, donc elle fait ce qu'elle veut sans se soucier des sentiments des autres, et dans le cas de Takuto, il veut être gentil avec eux, donc il n'y a rien de mal à être indulgent lorsqu'ils commettent des erreurs. De plus, il sait déjà qu'ils ont tout fait l'exprès pour le mettre en colère. Maria et Karia admettent qu'elles espéraient qu'il se mette en colère et les tue si elles continuaient à lui causer des problèmes, car elles pensent qu'elles ne méritent pas de vivre après ce qu'elles ont fait. Takuto comprend pourquoi il leur est difficile de se pardonner après ce qui s'est passé, et il ne peut pas personnellement comprendre leur combat, mais il est sûr que leur mère a fait ce sacrifice parce qu'elle voulait qu'elles continuent à vivre. Takuto veut qu'elles sachent qu'elles sont libres et que la meilleure chose qu'elles puissent faire maintenant est de vivre leur vie pleinement afin que le sacrifice de leur mère ne soit pas vain. Ce ne sera pas facile d'aller de l'avant, mais il sera à leur côté à chaque étape. Les deux sœurs fondent en larmes devant la gentillesse de Takuto et le serrent fort dans leurs bras. Quelques heures plus tard, Atu entre et les trouve toutes les deux endormies sur le trône de Takuto. Elle est un peu jalouse de leur proximité avec Takuto, mais il y a des questions plus importantes à discuter, alors elle informe Takuto que le rapport sur la ville voisine est terminé. La ville s'appelle Dragontan et fait partie de la nation neutre multiraciale connue sous le nom de Foron. Comme la ville abrite de nombreuses races différentes, Takuto pense qu'il devrait être facile de négocier avec ses habitants, mais il est également un peu inquiet du fait que Dragontan ait été construite dans un endroit aussi isolé. Atu informe Takuto que la raison pour laquelle la ville a été construite ici est qu'il y a une mine de veines de dragon, et que les veines de dragon sont particulièrement précieuses car elles produisent naturellement du mana. Elle suggère donc de s'en emparer dès que possible. Le rapport indique également que Dragontan est actuellement attaqué par des barbares tels que des ogres et des gobelins, et qu'elle semble avoir du mal à se défendre. Takuto lui demande si Dragontan a reçu de l'aide de sa patrie, mais d'après ce qu'elle sait, aucun renfort n'a été envoyé jusqu'à présent, et la situation ne s'améliore donc pas. Compte tenu de l'état de Dragontan, Takuto suppose qu'il doit y avoir au moins quelques réfugiés, et que s'ils accueillent ces réfugiés à Manara, ils pourront à la fois augmenter leur population et établir une relation avec Dragontan, et qu'ils pourraient bientôt revendiquer la mine de veines de dragon pour eux-mêmes. Takuto demande à Atu de préparer immédiatement une délégation, mais alors qu'ils sont en route vers la ville, la délégation d'Atu tombe sur un groupe de bêtes sauvages au milieu de nulle part, et la tension monte. Le chef des bêtes sauvages, Tonukapoli, est terrifié par Atu et les autres, car ils sont recouverts d'une obscurité si dense qu'elle est visible à l'œil nu. Elle fait de son mieux pour maintenir la paix, car ces hommes sont tellement terrifiés qu'ils pourraient finir par attaquer Atu par peur, ce qui pourrait les faire tous tuer. Atu a toujours pour ordre de garder secrète l'existence de Manara, elle se prépare donc à éliminer tous les témoins présents. Cependant, Pépé est trop stupide pour reconnaître la menace que représente Atu. Il lui demande simplement son nom et engage la conversation, ce qui est tellement audacieux et stupide qu'Atu en est surprise et décide de ne pas les tuer pour l'instant. Finalement, le groupe d'Atu parvient à se mettre d'accord, et Atu découvre que le groupe de Tonukapoli est en fait une délégation envoyée par Dragantin. C'est un coup de chance, car cela lui évite d'avoir à s'y rendre elle-même. Elle invite donc Tonukapoli et ses hommes à venir rencontrer le roi de Manara. Tonukapoli est un peu nerveuse, car un roi capable de commander quelqu'un d'aussi puissant qu'Atu doit forcément être terrifiant, et lorsqu'elle rencontre enfin Takuto, c'est encore pire qu'elle ne l'avait imaginé, car tout ce qu'elle voit, c'est un abîme sans fin de ténèbres, et elle commence vraiment à regretter la décision qu'elle a prise plus tôt. Avant de rencontrer Atu, le groupe a été attaqué par un géant dans les terres arides, mais Pépé, l'un des porteurs de bâtons, a réussi à utiliser la magie de l'herbe pour trouver le géant et le mettre à terre. Malheureusement, son QI à un chiffre lui rend difficile de réfléchir, alors au lieu d'achever le géant, il se contente de se tenir debout sur lui et commence à exiger des louanges pour sa magie. Comme on pouvait s'y attendre, le géant finit par se libérer et jette Pépé au sol, mais juste au moment où il s'apprête à l'écraser, Tonukapoli vient à la rescousse et utilise à la fois la magie de l'herbe et de la terre pour coincer le géant contre un rocher.
Tonukapoli donne ensuite une gifle à Pépé et lui dit qu'il doit cesser d'agir comme un idiot, car en tant que seul jeune porteur de bâton, des vies dépendront un jour de ses actions. Pépé lui répond qu'il fera de son mieux, mais il ne comprend clairement pas l'importance de sa position. Si Dragantin continue d'être attaqué par des géants, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit complètement détruit, mais ils n'ont aucune idée de ce qui pourrait en être la cause. Le seul indice dont ils disposaient était la rumeur d'une calamité apparaissant dans les terres maudites, alors Tonukapoli a déclaré qu'elle avait l'intention d'aller enquêter et d'enseigner à Pépé une chose ou deux sur la responsabilité. Elle l'a forcé à l'accompagner, mais elle regrette maintenant cette décision, car un seul faux pas de sa part pourrait les tuer tous. Un instant plus tard, Pépé prend la parole au hasard et demande à Takuto s'il veut être son ami, et Tonukapoli panique car s'adresser directement à un roi de manière aussi effrontée pourrait être passible de la peine de mort. Elle s'excuse et tente de trouver une excuse pour l'éclat de Pépé, mais à sa grande surprise, Takuto semble sincèrement heureux de la proposition de Pépé de devenir ami, et il dit qu'il aimerait beaucoup s'entendre avec lui. Après cela, un festin est préparé pour accueillir Pépé et le groupe de Tonukapoli, et une fois que tout le monde est assis, Maria et Karia leur servent un verre de jus de pomme. Tonukapoli prend une gorgée de jus et est émerveillée, car elle n'a jamais rien goûté d'aussi délicieux auparavant, et la qualité de la verrerie ici est bien supérieure à celle du plus grand artisan du continent. Pépé adore également le jus, il demande donc à Maria de lui en resservir, et avant même que son jus supplémentaire n'arrive, il saute de sa chaise et commence à complimenter Gia sur ses énormes muscles. Il va ensuite montrer sa magie à Moltar, et tout le monde le laisse faire ce qu'il veut, car Takuto semble l'apprécier. Takuto est impressionné par la sociabilité de Pépé, quelle que soit la situation, et il est heureux qu'il soit devenu ami, mais comme il n'a jamais eu d'amis auparavant, il ne sait pas vraiment ce que les amis sont censés faire. Pendant que Pépé se fait gronder par Tonukapoli, Takuto attire son attention et lui demande s'il veut jouer à un jeu. La pièce devient silencieuse pendant un moment, car personne ne s'attendait à ce qu'il dise cela, et Takuto commence à se sentir mal à l'aise, mais Pépé accepte joyeusement de jouer avec lui, et les deux s'assoient ensemble. Le premier jeu auquel il joue est une invention de Pépé, chacun prend un brin d'herbe et tire dessus pour voir lequel cassera le premier. Tonukapoli craint que Takuto ne se sente insulté par un jeu aussi simple, mais celui-ci s'amuse beaucoup. Les deux continuent à jouer pendant un moment, et Pépé finit par essayer plusieurs jeux créés par Takuto. Il dit qu'il s'est beaucoup amusé et suggère même à Takuto de les vendre à Dragontin, mais Tonukapoli l'interrompt, car ce n'est pas à Pépé de prendre ce genre de décision. Takuto est en fait ravi que Pépé ait abordé le sujet du commerce, car il a l'intention d'établir une relation commerciale avec Dragontin, mais avant cela, il va devoir mettre de côté son amitié avec Pépé et agir strictement en tant que souverain. Une fois le repas terminé, Atu attire l'attention de Tonukapoli et lui demande pourquoi elle est venue dans ces terres. La question la met mal à l'aise, mais elle répond que son pays est constamment attaqué par les barbares. Atu est un peu surpris que ce soit les barbares qui attaquent Dragontin, car ils évitent généralement les grandes villes, et Tonukapoli répond que c'est précisément pour cette raison qu'elle est venue ici, pour enquêter sur les causes du comportement des barbares. Takuto lui demande si cela signifie qu'ils n'ont pas la puissance militaire nécessaire pour combattre efficacement les barbares, et la tension artérielle de Tonukapoli monte légèrement, car si Takuto découvre à quel point la situation à Dragontin est grave, Manara pourrait bien essayer de les conquérir au lieu de négocier. Elle ment et dit que Dragontin a encore assez de force pour repousser les barbares, mais que la nature inhabituelle de leur mouvement devait être étudiée malgré tout. Son argument a réussi à convaincre tout le monde que Dragantin était encore capable de se défendre, mais Pépé ouvre alors sa grande bouche et dit qu'il est confus, car Tonukapoli lui avait dit plus tôt qu'ils étaient là parce que s'ils ne découvraient pas pourquoi les barbares attaquaient, Dragantin serait condamné. Atu commence à se sentir mal pour Tonukapoli et le fait qu'elle doive supporter Pépé tout le temps, mais elle et Takuto lui assurent qu'ils n'ont aucune mauvaise intention envers Dragantin, donc elle n'a pas à s'inquiéter. Pour l'instant, ils se concentrent davantage sur leurs affaires intérieures, ils n'ont donc pas l'intention de déclencher de guerre ou de conquérir d'autres nations dans un avenir proche, mais ils ne peuvent pas simplement ignorer la question des barbares. Si Dragantin venait à tomber aux mains des barbares, on peut supposer que Manara, le royaume le plus proche, serait le prochain sur la liste, ce qui en fait également leur problème. Tonukapoli est stupéfaite et demande si cela signifie qu'ils sont prêts à offrir leur aide, car, en toute honnêteté, vu à quel point ils se sont surmenés pour construire une ville près de la veine du dragon, Dragantin est voué à tomber si rien n'est fait. Atu demande à Takuto ce qu'il pense qu'il devrait faire, et celui-ci répond qu'il veut aider son ami, donc qu'il est prêt à offrir toute l'aide nécessaire. Tonukapoli est ravi d'entendre cela, mais elle demande ce qu'il veut en échange, car grâce à la grande bouche de Pépé, ils savent déjà que Dragantin est en grande difficulté. Atu répond avec désinvolture qu'ils veulent la veine de dragon, et Tonukapoli espérait vraiment qu'il n'aborderait pas ce sujet, mais dans l'état actuel des choses, elle n'est pas en mesure de refuser. Atu lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter outre mesure, car Takuto et lui sont tout à fait d'accord pour partager le contrôle de la veine de dragon avec Dragantin. Après tout,
Ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup de mana pour le moment, mais ils veulent se réserver le droit exclusif de choisir la conversion élémentaire à partir de la veine de dragon. Tonukapoli est choqué que Manara dispose déjà de la technologie nécessaire pour transformer le mana pur en énergie élémentaire, car il aurait fallu 10 ans supplémentaires à Dragontin pour la perfectionner. Il est désormais clair pour elle que Manara est une civilisation bien plus avancée que la leur, et qu'une alliance avec eux serait donc extrêmement bénéfique, mais conformément à la tradition, elle dit à Pépé que c'est à lui de prendre cette décision. Il est peut-être idiot, mais il est le plus jeune porteur de bâton et, par extension, le futur souverain de la nation. Il a également un œil averti lorsqu'il s'agit d'évaluer les gens, alors elle lui demande s'il souhaite conclure l'alliance, et Pépé répond qu'il veut être ami avec tout le monde à Manara. Les deux royaumes forment donc officiellement une alliance. Peu après, Atout convoque une réunion pour discuter des termes de leur accord avec Dragontin. Manara accepte d'envoyer des biens de consommation à leur ville, et en échange, Dragontin leur fournira des produits métalliques et des produits de première nécessité. Moltar est satisfait de cet accord, car jusqu'à présent, il dépendait de Takuto pour s'approvisionner en ces produits, mais leur plus grand gain découle de l'accès à la veine de dragon, et ils doivent remercier Pépé pour la façon dont les choses se sont déroulées. Car s'il n'avait pas révélé la véritable situation de Dragontin, Tonukapoli aurait conservé sa fausse confiance, et il n'aurait probablement pas fait de progrès significatifs en matière de relations internationales. Par conséquent, Dragontin aurait été détruit bien avant que Manara ne puisse offrir son aide. Takuto commence donc à se demander si Pépé est vraiment un idiot ou s'il a peut-être tout planifié pour obtenir le meilleur résultat possible. Passant à autre chose, Atout suggère qu'ils discutent de la manière dont ils vont gérer les relations avec Dragontin à partir de maintenant, mais Maria et Karia semblent un peu perdus, alors elle demande si quelqu'un sait réellement quel genre de nation est Dragontin. Ils étaient tous tellement concentrés sur les négociations qu'ils ont oublié qu'ils n'étaient jamais allés dans cette nation, et qu'une partie importante du maintien des relations internationales consiste à comprendre la culture et les valeurs de ses alliés. Lorsque Takuto jouait au jeu, il lui suffisait de cliquer sur un bouton pour établir des relations amicales, il ne lui était donc jamais venu à l'esprit qu'il devrait désormais travailler pour maintenir l'alliance. Étant donné leur manque de connaissances à ce sujet, Atout suggère que leur première étape devrait être d'enquêter sur la capitale, Crescent Moon, mais celle-ci est assez éloignée de Manara, ce qui rendrait l'enquête très longue. Takuto dit qu'ils peuvent mettre cela en attente pour l'instant, car leur priorité principale devrait être d'aider Dragontin à combattre les géants. Cependant, Moltar fait remarquer que rendre visite à une autre nation n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire comme ça, car il y a des règles à respecter. Maria et Karia lèvent la main et demandent si elles peuvent simplement aller jouer, et même si cela peut sembler enfantin, c'est en fait une très bonne idée. Si elles considèrent cela comme une visite de courtoisie avant d'envoyer une délégation officielle, elles pourront s'y rendre immédiatement. Moltar propose d'y aller, mais Takuto pense qu'il est un peu trop haut placé pour être envoyé comme messager. Pour l'autre nation, Moltar serait en quelque sorte le plus haut chancelier magique de Manara, il n'est donc pas envisageable. Il en va de même pour Geia et Emile, car leurs positions sont tout aussi importantes. Il faudrait quelqu'un en qui Takuto a confiance, mais qui n'occupe pas un rang trop élevé, et c'est alors que Maria et Karia lèvent la main pour se porter volontaires. Takuto rejette immédiatement cette idée, car il craint que cela soit dangereux, et Atout propose d'y aller à leur place, mais Moltar lui rappelle qu'elle est la confidente la plus fidèle de Takuto, et qu'elle est donc sans doute la personne la plus importante ici, à part Takuto lui-même. À ce moment-là, Maria et Karia s'approchent de Takuto et lui rappellent qu'il leur a donné la liberté de faire leur propre choix, et qu'à présent, elles veulent faire tout leur possible pour l'aider, même si cela implique un danger. Takuto hésite à accepter de les envoyer en mission, mais il ne peut se résoudre à dire non à un visage comme celui-là, alors il finit par accepter de les laisser partir, et Atout est jalouse que Takuto ait cédé à la gentillesse de quelqu'un d'autre qu'elle. Emile a encore quelques inquiétudes à l'idée d'envoyer ces deux-là seuls, mais Takuto dit que ce n'est pas grave, car il a déjà de bons gardes du corps en tête. Après cela, il retourne dans sa salle du trône, et Atout boude toujours parce que Takuto a cédé à la demande de Maria et Karia, alors il ne sait pas trop quoi faire. Il se tourne vers Maria pour lui demander de l'aide, et elle lui dit qu'il devrait simplement dire à Atout exactement ce qu'il ressent, alors il va essayer. Il s'approche d'Atout et s'excuse de l'avoir mise mal à l'aise, mais elle n'a pas à s'inquiéter qu'il la remplace. Il est extrêmement reconnaissant pour tout ce qu'Atout fait pour lui et pour le fait qu'elle soit toujours à ses côtés, alors il lui dit qu'il n'y a personne d'autre avec qui il préférerait être, et c'est tout ce qu'Atout avait besoin d'entendre. En fait, elle imagine déjà une vie de couple heureuse avec Takuto, et il ne sait pas exactement à quoi elle pense, mais il est content qu'elle ne soit plus en colère contre lui. Peu après, Takuto emmène Maria, Karia et Atout à la clinique, mais elles ne comprennent pas pourquoi il les a amenées ici, car aucune d'entre elles n'est malade. Takuto explique que la clinique n'a pas coûté cher à construire, alors il s'est lancé sur un coup de tête, mais comme Maria et Karia vont partir en mission, il s'est dit qu'il pourrait aussi bien envoyer les nouveaux médecins de la peste qu'il a créés avec elle comme garde du corps. Merci d'avoir regardé.